Fuyant ma famille, c'est-à-dire mes persécuteurs, je me réfugiais dans un coin de la tour, emportant avec moi, sans avoir allumé la lumière et donc sans avoir déchaîné contre moi la fureur des moustiques, un livre de la bibliothèque, qui, lorsque j'en eus lu quelques phrases, s'avéra être de Montaigne, avec qui j'entretiens des affinités plus profondes et particulièrement éclairantes qu'avec nul autre. Sur le chemin de la tour, j'avais, comme si ce geste était le seul et l'unique qui pouvait me sauver, tiré un livre des rayons de la bibliothèque, plongé dans l'obscurité la plus totale, sans la moindre idée de quel livre il pouvait bien s'agir. Sinon que je me disais qu'il s'agissait sans doute d'un livre philosophique, dans la mesure où les miens, depuis des siècles, avaient pour coutume d'entasser du côté gauche de la bibliothèque les livres qu'on appelle philosophiques, et c'est donc en parfaite connaissance de cause que je ne m'étais pas servi à droite de la bibliothèque, du côté des belles lettres, comme on dit, mais du côté gauche de la bibliothèque. Même si lorsque j'avais tiré l'ouvrage du côté gauche, je n'avais pas pu deviner de quel livre philosophique au juste il s'agissait, car naturellement j'aurais pu tout aussi bien tomber sur un autre livre que celui de Montaigne, sur Descartes ou Novalis ou Schopenhauer. Comme cela faisait une éternité que personne n'avait parcouru le chemin menant de la bibliothèque à la tour, ma tête fut rapidement recouverte de centaines de toiles d'araignée, de sorte qu'au bout d'un moment, avant même d'avoir atteint la tour, j'eus l'impression d'être coiffée d'un véritable bonnet en toile d'araignée. J'avais même eu du mal à respirer. À ma peur d'étouffer, dont je souffrais depuis tant d'années déjà, en raison d'une maladie qui avait affaibli mes poumons, s'en ajoutait une autre, plus terrible encore, due aux toiles d'araignée enroulées autour de ma tête. Tout l'après-midi, les miens m'avaient tourmenté de leurs petites affaires et m'avaient reproché, en me noyant sous un flot de paroles, ou, à l'inverse, en observant un silence obstiné sur des sujets qui, pourtant, auraient mérité d'être abordés, d'être la cause de leur malheur. J'avais, disait-il, pris le parti de m'opposer systématiquement à eux et à leur monde, à leurs affaires et à leur façon de penser, qui pourtant était la même que la mienne. Ils disaient que je m'étais fait une habitude de désagréger leur mode de pensée, de les tourner en dérision, de les détruire et de les tuer, que je concentrais toute mon énergie à les désagréger et à les détruire et à les tuer. Jour et nuit, je ne ressassais rien d'autre et je consacrais tout mon temps disponible, disait-il, à m'en prendre à eux. Ce n'était donc pas moi le malade et le faible, disait-il, mais eux. C'était sur eux que j'exerçais ma domination et non l'inverse. Or, ce refrain, je le connais depuis que je suis née. Dès ma naissance, je m'étais montrée hostile à leur égard. Avant même de savoir parler, je leur avais opposé mon regard pénétrant d'enfant méchant, mon être tout entier dans sa monstruosité perfide. Ils avaient été ébranlés par mon tout premier regard, car ils y avaient déjà lu toute mon hostilité. Instinctivement, disait-il, tout en moi s'était tourné contre eux dès les premiers instants, avec une hostilité de plus en plus affirmée et virulente à mesure que se développait ma raison. J'étais leur annihilateur, avait-il encore répété aujourd'hui, alors que je passe mon temps à leur faire comprendre que ce sont eux mes annihilateurs, qu'ils œuvrent à mon anéantissement depuis le moment de ma conception. Ils m'avaient fait naître et entrer dans une si belle région et une si belle maison, me disait-il en permanence, et moi je ne faisais que les tourner en dérision et les mépriser en permanence. Tout ce que je disais était empli de cette dérision et de ce mépris qui un jour allait les achever, mais je pense que c'est moi, au contraire, que leur dérision et leur mépris achèveront un jour. Sur le chemin qui me menait de la bibliothèque à la tour, je me dis que je n'étais pas parvenue à leur échapper depuis 42 ans, alors que je n'avais rien eu d'autre en tête durant les 42 années de ma vie que leur échapper. Me soustraire à eux n'a jamais été possible, même pour une période très brève, car une telle entreprise ne pouvait jamais être qu'illusoire, sans même parler d'une libération véritable à laquelle je n'ose même plus songer. J'étais allée à la bibliothèque, et j'avais tiré de ses rayons un livre philosophique, en ayant pleinement conscience de commettre un crime. Car à leurs yeux, le simple fait de pénétrer dans la bibliothèque était un crime.
sans même parler du crime bien plus grave encore, consistant à extraire un livre philosophique de ses rayons, sachant que, à leurs yeux, le simple fait de me soustraire à eux en constituait déjà un. Ils disaient qu'ils avaient acheté une maison à Enknar pour l'agrandir, puis dans un an la revendre 10 fois son prix, qu'ils avaient réuni 2 exploitations agricoles en une près de Rudson-Moos, dégageant un profit de 30 millions en un tour de main. Nous devons agir au moment où les faibles sont les plus affaiblis, disait-il à table. Nous devons venir à bout des rusés par des ruses encore plus implacables, par une perfidie encore plus perfide. Il ne parlait pas directement de ses affaires, seulement de façon indirecte, même lorsqu'ils évoquaient des sujets qu'ils considéraient comme philosophiques, comme la solitude chez Schopenhauer, qu'ils ont certes, comme j'ai pu m'en rendre compte, lu entièrement, mais pas du tout compris. Ils ne faisaient au fond que parler de leurs petites affaires, de la façon d'abuser les rusés par des ruses plus grandes encore. Ils avalaient leur soupe et prenaient la défense d'un chien qui avait mordu un passant, mais même à travers ces hypocrites évocations canines, ils ne faisaient que parler de leurs petites affaires. Mes parents et mes frères et sœurs ont toujours été d'accord entre eux pour se liguer contre tout et contre moi. Nous t'avons toujours aimé, ont redit mes parents encore aujourd'hui, et mes frères et sœurs les ont regardés et écoutés sans les contredire, tandis que je pensais que, tout au long de leur vie, ils n'avaient fait que me haïr, tout comme moi je les ai haïs depuis le début, s'il s'agit de regarder en face la vérité et de la dire au lieu de mentir, ce à quoi je me refuse depuis longtemps déjà. Après tout, nous disons bien que nous aimons nos parents, alors qu'en réalité nous les haïssons. Car nous ne pouvons pas aimer nos géniteurs, dans la mesure où nous ne sommes pas des êtres heureux. Notre malheur n'est pas illusoire comme le bonheur, dont nous nous persuadons chaque jour afin d'avoir le courage de nous lever, de nous habiller, de nous laver, de boire la première gorgée, d'avaler le premier morceau de la journée. Car tous les matins, nous sommes obligés de nous rappeler que nous sommes le fruit de la terrible démesure de nos parents, qui nous ont engendrés dans une véritable mégalomanie procréatrice, nous jetant dans ce monde toujours plus atroce et répugnant que réjouissant et utile. Nous devons notre désarroi à nos géniteurs, notre impuissance, toutes les difficultés auxquelles, jusqu'à la fin de nos jours, nous sommes incapables de faire face. D'abord, on avait dit « ne bois pas cette eau, elle est empoisonnée ». Ensuite, on avait dit « ne lis pas ce livre, il est empoisonné ». Si tu bois de cette eau, tu en périras, disait-il. Et puis, si tu lis ce livre, tu en périras. Il t'emmenait dans des forêts, t'entreposait dans d'obscures chambres d'enfants afin de te perturber. Ils t'ont jeté dans des écoles comme dans des cachots. Ils ont fini par t'arracher ton âme pour la laisser dépérir dans leur bourbier, leur désolation. Ainsi, très tôt, ils ont fait perdre à ton cœur la cadence qui lui était propre, jusqu'à le rendre irréversiblement, comme disent les médecins, malade, parce qu'ils n'ont jamais voulu lui accorder un moment de répit à ce cœur qui est le tien. Ils t'ont vêtu d'habits verts lorsque tu voulais en mettre des rouges, d'habits d'été lorsqu'il aurait fallu ceux d'hiver. Quand tu voulais marcher, ils t'obligeaient à courir. Quand tu voulais courir, ils t'obligeaient à marcher. Quand tu voulais la paix, ils ne te l'ont pas laissé. Quand tu voulais crier, ils t'ont bâillonné. Tu les as toujours observés. Aussi loin que tu puisses te souvenir, tu as perçu et étudié leur duplicité, et tu leur as toujours répété qu'ils étaient condamnés. Ce dont ils ne voulaient pas prendre conscience, même s'ils savaient pertinemment qu'ils étaient condamnés pendant tout ce temps où je les ai observés jusqu'à aujourd'hui. Qu'ils étaient, quoi qu'ils en disent, des êtres sans gêne, sans scrupules, extrêmement dangereux. Ils m'accusaient alors en quelque sorte de dire la vérité. Mais si je leur disais de temps en temps qu'ils étaient beaux, intelligents, ce qui était aussi la vérité, ils m'accusaient de mentir. Je peux dire ce que je veux, ils me reprochent soit la vérité, soit le mensonge. Et souvent, ils ne savent plus très bien eux-mêmes s'ils sont en train de m'accuser de la vérité ou du mensonge. Tout comme moi-même, souvent, je ne sais plus très bien si je suis en train de les accuser du mensonge ou de la vérité. Parce que dans mon mécanisme accusatoire, qui entre-temps a dégénéré en maladie accusatoire, je ne peux plus distinguer s'il s'agit de vérité ou de mensonge. Pas plus qu'eux ne peuvent le distinguer chez moi. Si, autrefois, j'avais une peur mortelle en prenant un carré de sucre dans le sucrier de la salle à manger, j'ai aujourd'hui une peur mortelle de prendre un livre dans la bibliothèque et une peur plus fatale encore si de surcroît il s'agit d'un livre philosophique, comme hier soir. J'ai toujours aimé Montaigne, comme personne. Toujours, je me suis réfugiée auprès de mon Montaigne lorsque j'éprouvais cette peur mortelle.
J'ai laissé Montaigne me guider et me conduire, me mener et me séduire. Montaigne a toujours été mon sauveur et mon secours. Je n'ai jamais eu ni père ni mère. J'ai toujours eu mon Montaigne. Mes géniteurs, que je ne serais qualifiée de père et de mère, m'ont rejeté dès l'origine. Et j'ai tôt fait de tirer les conséquences de ce rejet, me réfugiant tout droit dans les bras de mon Montaigne. Voilà la vérité. Montaigne, me suis-je toujours dit, est à la tête d'une famille philosophique extraordinairement prolifique. Mais jamais je n'ai aimé les membres de cette famille philosophique autant que son chef, mon cher Montaigne. Tout ce que je voulais. Dans la bibliothèque, plongée dans l'obscurité pour ne pas attirer les moustiques sur mon chemin vers la tour, c'était me raccrocher à l'un de ces membres de cette famille philosophique française, après m'être libérée de l'étreinte des miens. Tout au long de ma vie, j'ai dû rester auprès d'eux, j'ai été livrée à eux à cause de ma maladie. Rarement j'ai pu faire plus de 100 pas hors de leur présence, ce qu'il faudrait bien qualifier de traumatisant, si un tel terme ne me faisait horreur. Tout en eux, et avec eux, et avec moi, devrait être qualifié de traumatisant si je n'avais ce terme en horreur comme rien au monde. D'abord, ils m'avaient rendu dépendant d'eux. Puis ils m'avaient reproché cette dépendance, à perpétuité, et ce, dès l'instant où je n'avais plus été capable de m'affranchir de cette dépendance vis-à-vis d'eux, qui m'était devenue naturelle, effroyablement naturelle. J'ai dû, à partir d'un certain moment, me rendre à l'évidence qu'avec eux, il n'y avait pas d'autre possibilité. Les miens avaient compris trop tard qu'ils n'avaient engendré nul autre que leur destructeur et annihilateur. Moi, je l'ai compris, alors qu'il était trop tard pour pouvoir comprendre. Combien de fois ont-ils dit qu'ils me préféreraient un chien ? Car un chien veillerait sur eux et leur coûterait moins cher que moi, qui ne fait que les observer et les railler et les désagréger et les détruire et les anéantir. Si tu vas au puits, nous te battrons à mort, m'avait-il dit quand j'avais 4 ou 5 ans. Si tu vas dans la bibliothèque, tu verras bien ce qui t'arrivera, m'avait-il dit, ce qui ne voulait rien dire d'autre que, là aussi, il me battrait à mort, de sorte qu'à l'âge de 4 ou 5 ans, je ne suis allée au puits qu'en secret, et qu'à l'âge adulte, je ne suis jamais allée, pour ainsi dire, que secrètement dans la bibliothèque. Il m'avait toujours fait comprendre qu'en m'approchant du puits, je risquais de perdre l'équilibre et d'être précipitée, comme on dit, irrémédiablement. Et il m'avait toujours fait comprendre aussi que dans la bibliothèque, et plus précisément au contact de certains livres, même s'il ne les qualifiait pas explicitement de philosophiques, j'allais perdre l'équilibre et être irrémédiablement précipitée, irrémédiablement. De même que la première fois, il y a 4 ou 5 ans, je ne suis allée dans la bibliothèque qu'en secret, transi de froid jusqu'au fond de mon âme. Aujourd'hui, encore, malgré les années, je ne vais dans la bibliothèque que secrètement, dans leur dos en quelque sorte. J'ai chaque fois l'impression d'entrer dans un piège, parce qu'ils m'ont toujours dit ou fait comprendre que la bibliothèque était pour moi un piège, tout comme le puits. J'ai 42 ans et j'entre dans la bibliothèque comme dans un piège. Le piège va se refermer, avait-il dit la première fois où j'étais allée dans la bibliothèque. Chaque fois que j'entre dans la bibliothèque, je me dis que le piège va se refermer. J'aurais pu tomber sur Descartes, me dis-je, ou sur Pascal. Mon Dieu, me dis-je, comme j'aime tous ces philosophes. Je les aime comme rien au monde. Mais je suis tombée sur Montaigne, mon Montaigne, que je chéris par-dessus tout. Je me suis assise dans le coin le plus reculé de la tour. J'ai lu sans m'arrêter et j'aurais pu pleurer de bonheur si je n'avais depuis longtemps anéanti en moi la possibilité insensée d'un tel abandon merveilleux en me disant « Si oubliant toute retenue, nous pleurons toutes les larmes de notre corps sans nous voir et nous examiner à cette occasion, nous ne faisons que nous ridiculiser davantage encore. Et donc, je me suis contentée de me voir pleurer toutes les larmes de mon corps et de m'examiner à cette occasion sans réellement pleurer toutes les larmes de mon corps. » Derrière les volets clos, j'ai lu mon Montaigne de façon tout à fait décousue, car il était très difficile de lire sans lumière, jusqu'à la phrase « Espérons qu'il ne lui soit rien arrivé ». Cette phrase n'était pas de Montaigne, c'était ce que répétaient les miens qui, au pied de la tour, allaient et venaient en me cherchant.